Alors, tout d'abord, bienvenue à toutes les personnes à qui je n'ai pas encore souhaité la bienvenue. Puis, c'est ça, nous allons commencer cette nouvelle table ronde proposée par la FND3S, donc une table ronde sur la prise de statistiques. Pour ma part, pour me présenter, je suis Noémie Denis, agente de communication auprès de la FMD. Et je suis simplement là pour vous accueillir et pour la technique. Donc, pour justement ces petits rappels techniques pour le bon déroulement de la table ronde. Donc, comme c'est écrit sur cette slide d'accueil, c'est bien penser à couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole pour justement éviter toutes les interférences et tous les nuisances sonores externes. Puis, vous pouvez totalement activer votre caméra. On vous invite même, mais sachez que c'est une formation, un webinaire qui est enregistré et qui sera ensuite disponible sur notre page YouTube. Donc, c'est ça, c'est vraiment une table, euh, une table ronde où nous vous invitons à participer et si jamais, c'est ça, à prendre la parole ou même à écrire dans la zone de clavardage. Donc, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Puis je pense que je vais pouvoir laisser la parole maintenant à Mélanie et puis à nos trois panélistes aujourd'hui qui sont ici. Merci beaucoup, Noémie. Merci toujours pour ton aide à chacune de nos activités. C'est très grandement apprécié, je dois le dire. Donc, bonjour, mon nom est Mélanie Durocher. Je suis technicienne en documentation au CHU Sainte-Justine et j'ai la très grande chance de faire partie du comité formation. Donc, on travaille très fort pour vous trouver des activités qui sont intéressantes. Et celle d'aujourd'hui nous avait été demandée par beaucoup d'entre vous. Donc, c'est un sujet palpitant pour plusieurs d'entre nous, donc la prise de statistiques. On en a tous besoin dans nos milieux, on les utilise de façon différente, que ce soit pour prendre des décisions, pour aller voir nos gestionnaires, on les fait parler de façon différente, on en prend des différentes, mais on est là justement à titre informel pour en discuter, pour voir qu'est-ce que nos collègues font, pour peut-être prendre des idées pour chez nous, puis peut-être éventuellement arriver à un format uniforme pour les gens du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, aujourd'hui, on a trois panélistes avec nous. On est très heureux et on est très heureux de vous voir en si grand nombre. Donc, je vais vous présenter les panélistes qui vont elles-mêmes se présenter par la suite. Nous avons Zorica Djordjevic du CHU de Québec, Université Laval, Magali Lachapelle du CIUS Centre-Sud, Île-de-Montréal et Isabelle Moreau du CHUM. Donc, la façon que ça va fonctionner, je vais demander aux panélistes de se présenter brièvement, un peu leur parcours. Puis par la suite, on vous avait envoyé dans l'invitation un document Google Doc de questions d'orientation qui allaient être abordées aujourd'hui. Vous avez vu, c'est un document substantiel. Probablement qu'on ne passera pas au travers, mais cette activité-là est la première probablement de plusieurs sur le thème des statistiques. Donc, sans plus tarder, je demanderai, dans l'ordre que je vous ai nommé, dans le fond, de vous présenter brièvement. Donc, Zorica, tu as la parole en premier. D'abord, merci Mélanie. C'est un plaisir pour nous aussi d'être ici. Puis, mon nom c'est Zorica Djordjevic, comme tu avais dit. Je suis bibliothécaire au CHU de Québec, Université Laval. Je suis ici dans le réseau de santé depuis 2008. Puis tout récemment aussi, j'ai fait un retour aux études en administration. J'ai fini tout récemment en 2019 une maîtrise en développement des personnes et des organisations aussi de l'Université Laval. Alors, je suis une bibliothécaire avec un grand intérêt pour la gestion aussi. Le sujet d'aujourd'hui, je trouvais ça intéressant quand tu avais dit que c'est palpitant. Est-ce que c'est palpitant? Mais c'est certain que c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup parce qu'en fait, comme tu as dit, c'est difficile à saisir, puis on essaie tous, c'est à l'ordre du jour de tous depuis des années, puis on arrive comme pas vraiment à bien saisir la bonne et de trouver une bonne voie. Fait que j'ai hâte aujourd'hui autant de partager avec les autres panélistes et des gens ici que d'apprendre aussi, comme tu avais dit. Alors, je cède la parole à Isabelle, je crois.
Je pense que c'était Magali en premier. Bon, Magali, comme j'ai je te donc bonjour, mon nom, c'est Isabelle Moreau. Je suis chef de service au CHUM depuis, novembre 2020. Donc, voyons, mars, je mélangeais dans les mois, désolée. Mars 2020, je suis arrivée, dans la tempête de la crise, sanitaire. Sinon, dans le fond, j'ai quand même travaillé là, plusieurs années en finance à la caisse, de dépôt. Possiblement que mon amour des chiffres est arrivé, est arrivé de là. Je travaillais, de assez près avec, des économistes et des financiers, donc c'est certain que j'ai été, disons, sensibilisée aux chiffres. Par la suite, dans le fond, je suis arrivée dans le réseau de la santé. Je suis allée, j'ai travaillé à Sainte-Justine de 2010 à 2014. J'ai pris une petite pause à l'intérieur de ça où je suis allée moi aussi, une bibliothécaire intéressée par la gestion. Je suis allée faire ma maîtrise en administration, publique à l'ENAP. Puis, à mon retour, là, je voyais moins d'opportunités d'avoir un poste en gestion. Donc, je suis allée, flirter du côté des bibliothèques publiques. Je vois d'ailleurs dans les gens que dans les participants qu'il y a des gens des bibliothèques publiques. Ça me fait plaisir. Je trouve ça bien, bien plaisant. Donc, j'ai travaillé comme, chef de division adjointe à Repentigny. J'avais déjà été bibliothécaire de référence, là-bas. Je m'occupais du développement jeunesse puis de la programmation. Par la suite, j'ai migré à la ville de Montréal, où j'étais, à Montréal-Nord, où je m'occupais de 2 bibliothèques, Henri Bourassa et Vraillon, et un projet, aussi de rénovation. Ce qui m'a amené dans le fond, au carrefour de toutes ces expériences-là. Dans le fond, il y avait, l'offre d'emploi, du CHUM, donc au carrefour d'une bibliothèque publique avec l'ouverture aux patients, un projet de construction, ce que j'avais fait à Montréal-Nord, et un souhait d'animation et de bibliothèque médicale, ce que j'avais fait au CHU Sainte-Justine, mais également à Repentigny en termes d'animation. Fait que me voilà ici depuis, un peu plus qu'1 an et demi. Donc sur ce, je vais céder la parole à Magali. OK, désolée, je t'ai perdue dans mes boutons. Oui, moi, c'est Magali Lachapelle, évidemment, c'est écrit, vous savez tous lire. Je suis bibliothécaire en santé depuis 2019, bibliothécaire pour les hôpitaux Notre-Dame et Verdun, mais auparavant, j'ai œuvré comme taxonomiste à Pajon, à Radio-Canada. J'ai fait d'autres taxonomies aussi. Puis j'ai des maîtrises, mais ils n'ont pas rapport en gestion, fait qu'on n'en parlera pas. Comme je suis une personne très académique, pour notre projet d'indicateur de performance, j'ai fait une petite revue de littérature. Puis c'est un peu là-dessus, nous, qu'on voulait comme partir pour essayer de s'arrimer là avec les bonnes pratiques, comme on dit, parce que c'est tellement abstrait, les statistiques, mais ça doit donner un résultat tellement concret qu'en même temps, j'avais du mal un peu à me situer là-dedans. Fait que moi, je suis plus une personne de mots et non de chiffres. Je suis un peu contraire, mais on va voir ce que ça donne. Écoutez, merci beaucoup pour la présentation. J'ai manqué à tous mes devoirs. Je devais aussi vous dire que, bon, évidemment, les 3 panélistes vont parler suite à mes questions, mais on vous invite à la fin des élocutions à prendre la parole, évidemment. Donc, à ouvrir votre micro, à nous donner vos avis, vos expériences, tout commentaire qui pourrait être intéressant pour les participants, ou à les écrire dans le chat et je vais pouvoir les rapporter. Donc, je vais commencer tout de suite. Comme je vous disais, on va utiliser le document. Je m'excuse, le document qu'on vous a envoyé. Et une des questions pour le premier thème qui était l'utilité des statistiques. Et c'est une question que j'ai eue personnellement par courriel par plusieurs d'entre vous. Et j'ai mon petit téléprompteur à côté, donc si j'ai l'air de lire, c'est parce que je lis. Donc, comment établir quelles statistiques sont importantes à tenir? Vos statistiques sont-elles alignées avec des orientations ministérielles, institutionnelles ou des indicateurs de performance locale, comme par exemple des plans stratégiques? Donc, écoutez, la balle est lancée. Je vous invite à prendre la parole dans l'ordre que vous voulez.
Je voudrais Ben, commencer, si c'est possible. vas-y, Magali. OK. Dans la littérature, tu sais, la question que tu as posée, c'est l'utilité des statistiques, c'est ça? Oui. Dans la littérature, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a comme 3 indicateurs, 3 catégories d'indicateurs. Okay? Il y a les indicateurs de mesure, qui sont traditionnellement un peu les indicateurs qu'on donne au gouvernement. Là. Combien on a fait de prêts, combien il y a de gens qui sont entrés dans la bibliothèque, combien... Mais ça donne juste un peu un étalonnage, mais comme il n'y a pas de corrélation entre les éléments, ça ne donne pas beaucoup d'indications sur est-ce que la bibliothèque fonctionne bien ou est-ce qu'on réussit à atteindre nos objectifs. Ensuite, il y a les indicateurs de performance qui, eux, servent à mesurer si on réussit à atteindre nos objectifs. Puis pour instaurer des indicateurs de performance, bien, il faut suivre justement les plans stratégiques du gouvernement, du CIUS, des bibliothèques, etc. Fait que nous, on est en train de finaliser notre plan stratégique pour nos bibliothèques au CIUS du Centre-Sud. Je le mets en guillemets parce que je pense que selon les règlements du ministère, on n'a pas le droit de faire un plan stratégique, mais on l'a appelé autrement. Et enfin, il y a les indicateurs d'impact, qui permettent de mesurer l'impact des bibliothèques sur notre milieu. Puis c'est vraiment sur les indicateurs d'impact que nous, on veut tabler parce que c'est ce qui peut donner, c'est ce qui peut vraiment donner à nos patrons des arguments pour qu'on ait du budget, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Je vais juste donner un exemple rapidement d'un indicateur d'impact. Ce serait être capable de dire, ben, on a, par exemple, sauvé tant de temps aux médecins cette année parce qu'on a fait des recherches, on a aidé à la mise en place de 32 protocoles de soins, 10 conférences, ce genre de choses-là. C'est un peu difficile à mesurer, mais je pense que si on se prépare bien dès le départ, on va pouvoir établir un processus qui va être plus facile par la suite. Je vais prendre le relais. Au niveau de l'utilité des statistiques, moi, je vais aller de façon un petit peu plus macro. Dans le fond, tout ce qu'on fait devrait être mesuré. Sinon, pourquoi le fait-on? Dans le fond, si on n'a pas besoin de faire une reddition ou de démontrer la valeur de quelque chose, d'une activité, pourquoi on la fait? C'est vraiment comme ma prémisse de base. Sinon, oui, un alignement dans le fond qui est évidemment autant pour l'ensemble des statistiques là, et des indicateurs, qui est autant au niveau organisationnel, donc du CHUM chez nous, autant au niveau de la direction qui est la DEAC, qu'au niveau du service. Donc, il y a différents indicateurs. Ça ne veut pas dire qu'un même indicateur ne peut pas servir à plus d'un niveau. Évidemment, comme tout le monde, là, on est tenu de compléter le AS 478. Donc, il y a aussi évidemment l'aspect ministériel de la chose. Puis, il peut y avoir des différentes redditions de comptes. On ne prend pas des statistiques pour prendre des statistiques non plus. On ne prend pas des statistiques sur les plantes qu'on arrose, par exemple, mais dans le fond, dès qu'on injecte des ressources, qu'elles soient humaines, matérielles, ou informationnelles, on devrait être en mesure de récolter des statistiques parce que faut toujours penser, puis là, j'ai un chapeau un peu qui est comme énapien, là, je dirais, c'est de l'argent public, donc il faut le voir comme ça, il faut être en mesure de mesurer la valeur. Donc, c'est tout de mon côté. Bon, ben, c'est très intéressant. En fait, vraiment, j'ai bien aimé l'introduction en fait, de Magali qui a vraiment fait le portrait un peu plus théorique, mais là, on descend un peu plus sur le terrain où Isabelle se dit que tout doit être mesuré. Puis là, je vais essayer comme, c'est ça, à compléter tout ça, c'est pas évident à la fin, mais je vais faire la part de réflexion que j'ai faite aussi. Puis moi, tu vois, je suis,
il y a la théorie puis il y a la pratique. Hein. En théorie, on sait que on a beaucoup de, on a comme on a dit, l'opérationnel, qu'on va prendre bien sûr nous aussi les statistiques parce que c'est une obligation du ministère, fait que, est-ce que ça nous parle, est-ce que c'est important? On ne va pas se prononcer peut-être dessus, oui, c'est important, mais ce n'est pas peut-être essentiel parce que comme moi j'aime bien la citation d'Einstein qui dit « Tout ce qui compte ne peut pas être compté et tout ce qui est compté ne compte pas ». Quelque part, c'est vrai dans la vie. Fait que là, on remet aussi, nous, les statistiques au ministère, mais qu'est-ce qui est fait avec ces statistiques? Ça, c'est la grosse question parce que nous, on a 5 points de service, puis en toute transparence, il y a juste, on a réalisé tout récemment que historiquement, les finances envoyaient juste les statistiques pour un site sur 5 parce que les autres sites étaient les sites accessoires. Et que nous, on a les accès aux statistiques opérationnelles, mais je ne sais pas si d'autres bibliothèques ont ce problème que les finances n'envoient même pas des statistiques au ministère, par exemple. Parce que c'est ça, ils envoient juste une partie. J'ai entendu dire que certaines bibliothèques aussi ont ils sont financées par ces statistiques. Nous, je crois que ce n'est pas le cas, je dois valider ça, mais il y a certaines bibliothèques pour lesquelles il y a un certain financement ou de postes peut-être de personnel à la bibliothèque qui dépend un peu de ça. Est-ce que c'est la direction des établissements qui avait pris cette orientation ou quoi, mais j'ai déjà eu un écho que ça peut influencer des choses. Pour nous, actuellement, ce n'est pas le cas. Fait que oui, comme Isabelle, je crois que chiffre nous parle. Puis ici, oui, on fait ça pour obligation. Et tout récemment, on a fait notre premier plan stratégique il y a quelques années, en 2019. À la fin de mes études, comme étudiante, j'étais embauchée pour faire le plan stratégique pour les bibliothèques. Et là, on a eu vraiment, on a vu les chiffres qui nous parlent. Hein. On a vraiment eu nos orientations définies, les 4 orientations majeures qui étaient approuvées par plusieurs comités et la direction générale. Et que la haute direction les avait approuvées. Puis là, ce que j'aime bien, il y a un livre qui s'appelle Invisible Librarian, puis je l'aime beaucoup parce qu'il partage en fait le travail entre le travail invisible et le travail invisible. Attention, invisible, ça ne veut pas dire pas important. Je veux faire cette différence parce que quand on fait les recherches pour les usagers, c'est très important, mais c'est notre usager qui apprécie la valeur qui découle de cette recherche. Aussi, les prêts entre bibliothèques, ça fait rouler les bibliothèques, on leur donne l'accès à la connaissance auquel ils n'ont pas accès autrement. Mais ce sont des chiffres ce sont des actions qui ne sont pas nécessairement visibles, alors que dans notre plan stratégique, on écrit une orientation, on veut augmenter le nombre de recherches. Là, puis si on peut le chiffrer en plus entre telle année et quelques années plus tard avec la promotion et autres, ben là, on parle un peu plus, puis on a ces indicateurs de performance. Et finalement, les indicateurs, comme elle avait dit, d'impact, Magali, ça, c'est vraiment quelque chose qu'idéalement, on devrait être aussi capable à chiffrer. Fait que ceux qui ne connaissent pas, ben, il y a quelques études comme celle de Marshall qui est très connue, qui en parle du côté des États-Unis. Mais à ma connaissance, au Québec, je ne sais pas si quelqu'un avait fait des indicateurs sur l'impact ou la valeur de la bibliothèque. Fait que voilà. Compléter mon intervention avec ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des interventions ou des commentaires ou des avis à dire par rapport à ce qui a été dit présentement? Vous pouvez prendre la parole soit par le micro, soit par le chat. Donc, je vais, dans le fond, rebondir un peu. Vous avez parlé toutes les 3 de trucs, disons, très intéressants, très différents aussi. J'aurais peut-être une deuxième question par rapport à l'utilité des statistiques. J'ai aimé ce que tu disais, Zorica, que des fois, notre travail est invisible, puis que, par exemple, la recherche que vous faites va être importante pour l'usager, mais ça va peut-être être invisible. En contrepartie, quelles statistiques selon vous, sont les plus utiles ou pour, j'allais dire, pas nécessairement les usagers, mais pour les gestionnaires?
et on a une gestionnaire avec nous, donc tu vas pouvoir peut-être en parler plus directement. Peut-être que je te lancerai la balle, Isabelle, en premier par rapport à ça. Bien, en fait, un peu comme ce que Magali disait, tu sais, il y a des statistiques de résultats qui sont des obligations. Il y a des statistiques de performance. Moi, comme gestionnaire, je veux voir est-ce que mon service est performant. Puis j'ai des statistiques ou des indicateurs qui vont en ce sens-là. Puis, dans le fond, avec évidemment, on tend à optimiser les ressources, diminuer le gaspillage, ce genre de choses-là. Des fois, ça veut aussi dire arrêter des services. Nous, on avait un service qui avait très peu de valeur ajoutée, qui était basé un peu sur le fait que notre équipe n'avait pas, par exemple, de secrétariat, puis on faisait un travail de secrétariat là-dedans. Bien, on a tiré le fil en disant, tu sais, il y a cet aspect-là. Puis, bien, il y a aussi là, justement l'aspect de l'impact. On veut voir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait toujours pour des usagers? Vous allez voir, moi, je suis quelqu'un qui va les appeler les clients et je n'ai rien contre les clients. J'espère que je ne choquerai personne. C'est pas mon intention. Vraiment, je trouve que, faut que ça vienne d'eux. Fait que, pour moi, dans le fond, l'ensemble de nos services, on doit avoir des appréciations de la part de la clientèle sur tous les services. Je dis pas qu'ils répondent à 100 c'est pas ça du tout que je dis. Mais, pour, presque tous nos services, sauf les très, très nouveaux qu'on est vraiment en train de roder, ont des appréciations. Sinon, des sondages de besoins quand on veut, partir des nouveaux services pour voir si, dans le fond, les parties prenantes sont au rendez-vous. Si ça les intéresse, bien, il peut y avoir des sondages à ce niveau-là. Puis, dans le fond, ça peut servir à plein de choses, à remettre des ressources humaines dans un certain secteur qui en a plus besoin. Tu sais, nous, on a déménagé, on a eu à faire beaucoup d'élagage. On avait 0 document de pucé. Fait que les bibliothécaires ont été mis à contribution. Moi aussi, j'ai pucé des documents, mais tu sais, on a dégagé j'ai analysé des choses et dégagé, puis pour réussir à mettre ça en œuvre puis que ça soit efficace parce que le but, c'était d'arriver au 7 juin et d'être prêt et que tous les documents soient pucés. Et c'est arrivé. Mais il faut des chiffres pour ça. En fait, tout nécessite d'avoir un peu des données pour bien réussir à s'organiser. C'est tout de mon côté. Alors, Mélanie, es-tu encore parmi nous? Je ne vois plus Mélanie. Il me semblerait que peut-être a-t-elle eu une panne ou une coupure de courant. Ça peut arriver. Si jamais je vois qu'il y a quand même des Madalal, si tu peux reprendre le fil, ça serait super. Mais sinon, je vois quand même qu'on a des personnes qui ont levé la main. C'était Nicolas en premier, il me semble. Donc, vous pouvez Oui. totalement activer votre micro pour justement réagir à ce que Isabelle vient de dire. Bonjour, je m'appelle Nicolas Krupko, bibliothécaire ressources de l'Estrie-CHU. J'ai quelques questions pratico-pratiques. Je ne sais pas si les gens en général peuvent répondre parce que relativement récemment, on a eu accès aux ressources électroniques et on s'est posé la question par rapport aux statistiques ministérielles et est-ce qu'on devrait faire quelque chose? Parce que pour nous, c'était nouveau. Donc, il y a comme 2 volets demandés par notre employeur. Donc, les statistiques sur les recherches et les statistiques sur les prêts. Et dans le volet recherche, il y a la partie réalisée par le personnel et la partie effectuée par nos usagers. Sur 2, on s'est questionné et nous n'avons pas trouvé les réponses. Donc, on s'est dit, on va profiter de cette table ronde. Peut-être ça va nous aider. Parce que dans notre document de référence, ça a été le manuel de gestion qui est pas mal daté. Il y a des définitions, il y a des unités de mesure,
qui sont aussi datés, mais aussi assez larges, qu'on peut interpréter différemment. Donc, par exemple, il y a la partie sur les recherches réalisées par le personnel. On parle, comme unité de mesure, le nombre de recherches documentaires. Mais entre nous, on a fait une discussion et une recherche documentaire peut varier en termes de ressources déployées. Et on s'est dit, est-ce qu'on va comptabiliser le nombre de demandes de recherche ou le nombre de bases de données interrogées? Parce qu'on peut avoir une différence très significative. S'il y a une demande pour une courte recherche, quand la personne a besoin de quelques références, on interroge une base de données, ça ne nous prend pas beaucoup de temps, c'est terminé. Si on travaille, par exemple, dans le cadre de l'ETMI, on peut interroger plusieurs ressources, travailler plusieurs heures, mais si on prend dans le terme strict de terme, c'est comme égal. Donc, notre point de vue est divisé, donc on aimerait avoir les points de vue de nos collègues. Est-ce que vous comptabilisez vraiment le nombre de demandes de recherche traitées ou vous faites autrement? L'autre question qui était encore plus difficile, c'est par rapport à recherches réalisées, effectuées par les usagers. Donc, est-ce que vous comptabilisez vraiment le nombre de sessions qu'on laisse entendre la définition parce qu'on n'est plus dans l'impression de recherche, comme c'est mentionné. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut éclairer ou partager son expérience par rapport à ça. Moi, je peux y aller. Je pense qu'on comptabilise pas les choses tous de la même façon. Je pense qu'on peut dire ça comme ça sans se tromper. Présentement, il y a des pommes et des poires qui sont comparés. Je pense que à terme, ce qui serait intéressant, c'est que l'activité d'aujourd'hui mène à un meilleur encadrement à Québec pour la prise de statistiques et qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes puis des poires avec des poires. Cela dit, je pense qu'au départ, là-dedans, même si on se compare avec les autres puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils prennent, au départ, je pense qu'il faut prendre cet exercice-là pour se comparer à soi-même. Donc, si c'est toujours, on le fait nous-mêmes toujours de la même façon, on peut voir d'une année à l'autre, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on est en lien avec ce qu'on fait? Si ça diminue beaucoup, là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est la COVID? Est-ce qu'on a fait moins de promotions? Est-ce que si, ça, et prendre des actions pour changer la donne et inverser la tendance. Si on a le vent dans les voiles puis tout va bien, ben on continue, on lâche pas. Puis, au niveau des plus pratique au niveau du nombre de recherches. C'est sûr que, puis là, je mets mon chapeau de gestionnaire, c'est sûr que une recherche qui prend 3 heures puis qui est faite dans une base de données versus une revue systématique qui prend 50 heures puis qui est faite dans 8 bases de données, c'est plate quand ça compte tous les deux pour un même bâton. Là, c'est un choix organisationnel. Nous, au CHUM, on a fait le choix organisationnel que ça comptait tous les deux pour un bâton. Par contre, j'ai un outil pour aller plus loin, puis cet outil-là, c'est de l'analyse par type d'activité. Fait que moi, par type d'activité, bientôt, on est accompagné du service des finances là-dedans, je peux savoir sur une base annuelle, donc on remet les chiffres à chaque année, on peut savoir sur une base annuelle, une recherche documentaire, ça coûte combien au CHUM, une revue systématique, grosso modo, ça coûte combien, et en prenant, dans le fond, l'année précédente, combien on en a eu, combien d'heures ont été passées là-dedans. Donc, ce serait ma réponse. Je vais laisser les autres répondre. Bien, là, je peux y aller. Puis, merci Isabelle, c'est très intéressant ce que vous avez développé vraiment. Nous, en fait, on est en cours de réviser les statistiques, puis je peux le dire que c'est une préoccupation pour toute la région 0312 parce qu'on a déjà parlé à nos gestionnaires, on a eu quelques rencontres, puis on a mis sur la table vraiment une orientation de réviser les statistiques peut-être ensemble. On essaie de voir comment les prendre parce que c'est certain que le type d'organisation c'est différent, puis les besoins ne sont pas toujours pareils, fait que c'est pas
ce n'est pas évident, mais c'est très intéressant. Si l'association pourrait prendre une partie de coordonner le travail, ce sera peut-être vraiment idéal parce qu'on aurait peut-être le même type d'organisation, parce que dans la région de Québec, il y a CIUS de la capitale nationale, et puis 6 Chaudière-Appalaches qui se ressemblent, 0312. Puis après, peut-être CHU et UCPQ, mais on n'est pas très nombreux. Hein. On est juste 4 organisations dans une grande région. Fait que si on pourrait aller plus au niveau provincial, ce serait vraiment intéressant. C'est une très belle suggestion si jamais ça aboutit. Sinon, pour répondre à la question de Nicolas, ben, on est, comme j'ai dit, on est en révision, même à l'intérieur, dans notre équipe, des fois, les interprétations n'étaient pas pareilles. Il y a des gens qui comptabilisaient une recherche, une demande égale une recherche. Puis d'autres, comme je vois aussi de la capitale nationale, Marie-Marthe a réagi dans le chat, chaque recherche dans une base de données, la même recherche lancée dans plusieurs bases de données, bien, on le multiplie par la base de données consultée. Ça arrive aussi. Concernant les statistiques électroniques, nous, on ne les a pas encore inclus clairement dans les statistiques prises par le ministère. Puis, comment on extrapole aussi ce qui est fait par l'usager, ce qui est fait par le personnel de la bibliothèque. C'est aussi, c'est certain que notre personnel peut comptabiliser, puis on peut déduire ce nombre. C'est certain que c'est possible, mais on ne le fait pas. Puis est-ce que ça a une valeur ajoutée éventuellement? Isabelle, toi, tu pourras nous dire, parce que vous semblez être plus avancé avec, en plus avec la collaboration avec les finances, ça semble très intéressant votre projet. Aussi, des fois, les outils qu'on a sur place, je sais qu'il y avait un moment, il y avait au CHU Sainte-Justine, il y avait Philippe Dodic qui avait partagé la base de données Access qui a été utilisée dans plusieurs établissements. Chez nous, on était en pleine, je pense, fusion à l'époque, fait que c'était comme juste trop d'importer. OK. Isabelle nous répond qu'ils ont justement l'outil Access de CHU Sainte-Justine. Ben, c'est ça. Est-ce que ça a avancé un peu? Est-ce que c'est encore le même principe ou c'est... Oui, c'est encore le même. OK. C'est ça. Ça a l'air quand même, c'est ça, vous pouvez peut-être partager parce que chez nous, des fois, la crainte au départ était que ça ajoute une complexité, que ça ajoute de temps. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Ben, peut-être en partageant votre façon de faire, ça pourra nous aider éventuellement à avancer aussi. Fait que c'est ça, fait que c'est ça. En pratique, pour nous, on sait que là maintenant, quand notre travail est rendu un peu plus visible et tout, ben, les statistiques, oui, on est capable d'aller les chercher, mais on n'est pas certain lesquels chercher. Le nombre de clics sur le site, on est capable toujours d'aller le chercher. Et puis, par les périodes d'année où on est capable d'aller chercher toutes ces statistiques, mais on ne le fait pas nécessairement systématiquement parce que ce n'est pas nécessaire au jour le jour. Par contre, quand arrive la fin de l'année, ben, j'ai un rapport annuel à produire. Puis là, j'ai inclus certaines statistiques qu'on a choisies comme quand même essentielles. De l'année à l'année, on peut les voir dans le rapport annuel de la direction d'enseignement. C'est accessible sur le site web de CHU quelque part. Puis aussi, notre rapport annuel de la bibliothèque, bien, on a mis un pourcentage où on est rendu dans la réalisation de nos orientations, puis on est encore dedans. Fait qu'à la fin de cette période-là, bien, on va évaluer c'est quoi qu'on continue, puis on va consulter sûrement des gens pour voir est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce que le service répond aux besoins et tout. Fait que voilà, pour notre part. La difficulté, je pense, Nicolas, c'est que comme on ne comprend pas exactement ce que fait le gouvernement avec les statistiques qu'on lui envoie, c'est difficile vraiment, se motiver à les calculer. Puis deux, comme on ne comprend pas ce qu'il veut, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut calculer. C'est quoi une recherche pour le gouvernement? C'est pas facile. Nous, je pense qu'on a, Fanny, tu pourras me contredire si je me trompe, je pense qu'on calcule chaque recherche dans les bases de données, ça compte pour une recherche. Mais je voulais demander à Isabelle, le projet que tu fais avec les finances, ça te permet de calculer, mettons, combien ça coûte une recherche au CHUM. Est-ce que tu es capable, avec cet outil-là, de calculer combien ça fait économiser par rapport, par exemple, si un médecin faisait la recherche lui-même?
Dans une ancienne vie, à l'époque du je suis Sainte-Justine, j'ai déjà calculé la valeur de la bibliothèque. C'est facile après ça, dans le fond, tu prends le taux horaire. Là, je vais grossir, puis là, vous me pardonnerez. Je sais que certaines personnes, dont Catherine était dans la salle à l'époque, j'y vais de mémoire, là, c'est arrivé en 2014, cette histoire-là. Quand tu as le coût après ça, puis pour faire cette recherche-là, dans le fond, tu as un taux horaire que tu peux prendre moyen ou réel, là, peu importe, du bibliothécaire. Puis, tu compares avec le taux horaire. Nous autres, c'est des spécialistes ou sur-spécialistes. Là, fait que, tu sais, un taux horaire moyen, puis tu peux même aller plus loin, puis forer. Puis, tu fais le différentiel. Limite que ça prend le même nombre de temps. C'est dommage là, pour tout le monde, mais le taux horaire d'un médecin puis le taux horaire d'un bibliothécaire, c'est pas encore la même chose. Fait que, tu sais, c'est bien platement. Puis sinon, dans le fond, quand j'ai fait mon cours à l'ENAP, quand on fait une recherche, par exemple, pour un usager, versus tu sais que c'est nous. Là, on peut dire que, bon, oui, le taux horaire est plus élevé, puis eux autres, ça leur prendrait rien. Mais en analyse coût-bénéfice, tu prends jamais rien parce que dans le fond, minimalement, ces personnes-là, puis là, vous allez me dire que les personnes en situation d'itinérance, c'est différent. OK, oui, c'est vrai, là. Mais hormis ça, sinon, le minimal d'un taux horaire d'une personne, c'est le minimum qu'une personne peut recevoir sur l'assistance sociale divisé par un taux de base de 35 heures. Souvent, on prend le salaire on peut prendre aussi le salaire minimum si on est moins puriste. Si on est très, très puriste, on peut prendre le taux de l'aide sociale divisé par 35 heures. Fait que... Mais il n'y a rien qui se calcule. Moi, j'ai travaillé trop longtemps avec des économistes. Là. Il n'y a rien qui ne se calcule pas. Il suffit de savoir comment l'aborder. Merci beaucoup. Vous avez dû voir que j'ai eu un petit problème technique. Je suis revenue. Pendant que j'étais partie, j'ai Dalal, ma collègue, qui m'a dit qu'il y avait Francine Aumont qui avait une question à poser. Je ne l'ai pas sur le chat, donc je ne sais pas si vous l'aviez écrit, mais si vous êtes en position de la poser au micro, ça serait génial. Oui, ben en fait, c'était plus un commentaire, si on peut dire, parce que ben, là, on parle de statistiques, on mélange, ben, pas qu'on mélange, mais on présente des statistiques qualitatives, des statistiques quantitatives, il y a des statistiques là-dedans qu'on peut croiser. On parle aussi des plans stratégiques, tout ça, mais quand on part de pratiquement zéro, en tout cas, je comprends exactement toute la signification puis l'usage des statistiques, c'est pas ça le problème, mais ça m'a l'air tellement gros. Moi, c'est comme il faudrait que je construise tout, il faudrait que je construise les formulaires d'appréciation, il faudrait que je construise les formulaires de sondage. En tout cas, c'est juste un commentaire comme ça, parce que je vous trouve chanceux d'avoir d'avoir du soutien, d'avoir une équipe assez grosse pour être capable de mettre du temps là-dessus. Moi, on est tout petit, puis c'est ça. Des fois, je me dis, Colin, ou peut-être, est-ce que sur le site de la FMD, on pourrait avoir un coin statistique, puis qu'on se partagerait des formulaires, ou je ne sais pas si ça pourrait se faire, est-ce que ça pourrait être applicable? Peut-être qu'un formulaire pour le CHUM ne serait pas applicable pour l'UCPQ, bref, en tout cas, je suis un peu là-dedans, Mais c'est mes préoccupations. C'est une bonne suggestion. On a, comme vous le savez, une section sur le site de la FMD3S sur le partage des ressources. Donc, on va avoir une autre rencontre pour en parler davantage et on pourrait éventuellement, oui, mettre des outils sur cette page-là de partage des ressources. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous être, dans le fond, annoncé plus tard si ça a lieu d'être. J'aimerais ça partir sur un autre thème, donc sur le thème des parties prenantes. Donc, je vais reposer la question à nos trois panélistes. Qui sont les parties prenantes actuelles? Oui. Excuse-moi, Mélanie, de t'interrompre. J'ai levé la main depuis plusieurs minutes. Je m'excuse. Je voulais revenir sur l'intervention de Nicolas, en fait, sur ces questions à propos de par quel bout prendre tout ce qui était indicateur demandé par le ministère.
Avec Magali, là, on a un comité au CIUS Centre-Sud sur lequel on s'est penché sur cette question-là, justement. Puis, on s'est fait différents outils. Si jamais tu souhaites que je te les partage, tu as juste à écrire à moi ou Magali. Magali aussi y a accès. En fait, on a pris chacun des 3 indicateurs qui étaient demandés. On a pris la définition, puis on l'a analysé selon comment on l'interprétait chacun. Comment on considère un document renouvelé, est-ce qu'on considère ça comme 2 prêts? On a vraiment analysé toutes les données, puis à partir de un genre de grand tableau qu'on a fait et qu'on a partagé avec toute l'équipe, ensuite, on s'est fait un procédurier sur, une fois qu'on sait comment on interprète les indicateurs qui nous sont demandés, bien, pour chacun des techniciens de notre équipe, on est quand même une équipe d'une 20aine de personnes, les techniciens, les bibliothécaires, comment on va extraire les données pour répondre à ces demandes-là là, du ministère. Fait qu'on a déjà un modèle qu'on peut partager certainement pour ceux que ça intéresse. Mais là, puis là, les travaux du comité, ils sont maintenant orientés sur des indicateurs qu'on pourrait développer maintenant qu'on a réglé cette question-là. Donc, on le prend comme en 2 morceaux. On s'est aussi basé, Nicolas, sur les normes de prise de statistiques en bibliothèque. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas avoir vu plus rapidement Fanny, désolée. Donc, je vais reposer ma question. On va aller sur les parties prenantes des statistiques. Qui sont les parties prenantes actuelles et potentielles d'une bibliothèque en santé ou en services sociaux? Et qu'est-ce que vous faites pour identifier les intérêts, les objectifs et les besoins de ces parties prenantes? Allez-y. Ben pour bien comprendre les objectifs, les intérêts des parties prenantes, on s'est basé, nous, sur justement les... j'ai plus de mots. Les plans stratégiques des différentes institutions, parce que nous, on a beaucoup de points de service, beaucoup d'institutions. On a les 2 hôpitaux, on a le Centre québécois sur les toxicomanies et dépendances, Centre jeunesse, ainsi de suite. Donc, on a essayé de colliger un peu c'est quoi les grandes orientations de tous ces parties prenantes-là pour essayer de prendre des mesures sur quel est l'impact de la bibliothèque sur comment nous, les bibliothèques, on les aide à atteindre leurs objectifs. Je ne sais pas si je réponds à ta question finalement. Là, je suis un peu... Des fois, on ne répond pas à la question de la personne. Non, je pense que, écoute, tu as bien avancé la réponse, ou la question plutôt. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, soit... Oui, je pourrais continuer. En fait, nous aussi, finalement, c'est ça, les parties prenantes, comment qu'on les trouve, oui. Quand c'est très grand, je suppose que le plan stratégique, pour les grandes, après la fusion, les institutions, les organismes, c'est rendu tellement grand que la lecture des plans stratégiques de différentes entités fait partie d'un plan de match. Nous, on est plus petit, on est comme sur 5 sites, mais c'est quand même visible. On a un organigramme qui est vraiment clair, fait que quand on a fait notre réflexion stratégique, comment on a identifié les parties prenantes, puis on est allé avec à l'interne. On est allé avec l'organigramme, on a identifié pour chaque direction qui devrait être consulté, puis on a fait vraiment les grandes consultations. Puis ça nous a vraiment fait avancer sur tout à l'heure, quand je vous ai parlé de travail invisible et travail visible. J'ai un médecin qui m'a dit hey, c'est que vous avez. Parce que je me souviens d'une anecdote quand j'ai fait une recherche en 5 minutes parce que je n'avais pas le temps puis je partais en vacances. Puis je ne sais pas pourquoi il y avait pas nécessairement d'autres personnes qui pouvaient prendre le relais. C'était la fin de journée ou avant la fin de semaine ou quelque chose comme ça. Et que là, j'ai dit regarde le premier résultat en 5 minutes, c'est ça. Après, à partir de lundi, il va voir le technicien, tu adresses ta demande à telle et telle personne. Puis, j'ai eu la réponse, ça répond parfaitement à ma demande. Puis, pour moi, c'est ce que tu as fait en 5 minutes, ça aurait pu prendre comme toute la fin de semaine, sans exagération.
Fait que, tu sais, c'est certain que c'est le travail invisible qui est important. Là, quand on a fait la réflexion stratégique, ben, c'était vraiment visible à toutes les directions. On a vu les médecins, on a vu les gestionnaires aussi, on a vu les infirmières, on a vu mais toutes les agents, nous, on a des agents de développement des pratiques professionnelles au CHU, à la DSM, Direction des services multidisciplinaires. Fait qu'on a vu 12 agents, une rencontre de groupe, et qu'on a pu voir vraiment énormément. Je pense qu'en tout, on a certainement joint plus d'une centaine de personnes lors de la réflexion stratégique. Puis ensuite, on est allé voir la direction pour présenter les résultats et orientations qui découlaient de ce qui a été vu. Fait que finalement, on a ce qu'on a constaté sur le terrain. Fait que finalement, on est parti carrément de la pertinence de la bibliothèque. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Quels services sont pertinents? Parce que, comme tout le monde, on a aussi, c'est ça, les budgets quand même limités, fait qu'il fallait choisir quel service qu'on offre. Fait que, c'est ça, les chiffres nous parlent finalement. Puis aussi, on peut justifier, OK, on est capable d'assumer ça, mais qu'est-ce qu'on laisse à côté si il y a des décisions à prendre. Fait qu'on est allé vraiment voir, consulter des gens, puis ensuite, avec les orientations, ben là, on a eu nos parties prenantes internes. Ensuite, il y avait les parties prenantes à l'externe aussi qu'on a, comme nous, on a consulté le personnel de CHUM, de CHU Saint-Justine aussi. On est allé voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, parce que c'est bien beau. On est allé voir notre partie prenante à l'interne, mais ils ne connaissaient pas nécessairement nous, comment on a fait une enquête appréciative. On voulait savoir qu'est-ce qu'ils apprécient dans notre service. Ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Fait qu'on est allé leur présenter qu'est-ce que nous on fait, mais aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, dans un deuxième temps. Parce qu'on ne voulait pas tout de suite influencer leur opinion. On leur a dit, bon, on veut voir qu'est-ce que vous avez besoin de nous. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on leur a montré c'est quoi qui peut être fait. Puis là, c'est vraiment, c'est ça, mais les parties prenantes externes, collaborateurs, les associations aussi, c'est très important finalement pour l'organisation de notre service. Mais là, ça déborde un peu les statistiques. Mais comment on choisit nos indicateurs, ça nous aide en se comparant aux autres. C'est certain que là, on n'a pas les mêmes outils pour se comparer, mais ce sera intéressant quand même d'avoir ça aussi. Fait que, puis c'est ça, il y a aussi collaborateurs. Est-ce qu'on développe un service? Est-ce qu'on le développe si la bibliothèque publique peut répondre à ce besoin? C'est comme est-ce qu'il y a le groupe Bibliosanté aussi? On essaie de voir qui pourrait être aussi le collaborateur à l'externe aussi pour organiser pour choisir nos orientations, puis éventuellement à partir de là, à partir des orientations, choisir les lignes, les orientations, comment on va atteindre ces objectifs. Fait que je vois que Dalal a une question. Merci Zorika. Oui, j'ai juste une petite question de suivi. Alors, c'est portant sur la réflexion stratégique que vous avez faite. En fait, c'est deux questions. C'est combien de temps est-ce que ça a pris d'effectuer cette réflexion stratégique et toutes les rencontres nécessaires? Et deux, est-ce que vous aviez été mandaté par l'institution d'effectuer la réflexion stratégique ou est-ce que c'était une initiative venant de la bibliothèque? Juste pour savoir, parce que je trouve que dans notre contexte, on a besoin vraiment d'avoir du buy-in de l'institution pour pouvoir effectuer ces genres de réflexions et justement d'avoir leur appui pour réinventer les stats ou pour faire une analyse de besoins. Parce que ça entreprend beaucoup de notre temps et de travail, de synthèse, etc. Donc, c'est juste ça que je voulais savoir, juste pour contextualiser. Oui, ça va peut-être pas, ça va peut-être être aidant parce que les gens vont savoir que c'est déjà fait quelque part, mais en fait, c'était mon travail final d'étudiante, fait que c'était cheap labor. C'était 360 heures gratuits qui ont été investis dans le cadre de mon cours pour consulter. Fait que j'ai vraiment vu, comme j'ai dit, consulter toutes les parties prenantes. C'était 1 heure de temps que les entrevues duraient quand même. Puis ce que je peux vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que tout le monde avait, j'ai pas eu le refus. Il n'y avait personne qui avait dit qu'ils ne pouvaient pas participer. Puis là, par chaque site, j'ai eu 2 médecins. Puis il y a même des médecins qui appelaient Lunch and Learn, que tous les autres médecins, les résidents de groupe soient présents. Fait que ça a augmenté mon nombre de personnes consultées et que ça démontre quand même que la valeur puis l'intérêt est là. Fait que, le plus difficile était au départ de prendre le téléphone et d'appeler ces personnes puis dire
Là, j'ai besoin de 1 heure de votre temps sans avoir un iPad à la fin ou un autre prix à offrir, un tirage. À la fin, c'était vraiment le temps gratuit que je leur demandais. Fait que, j'étais prête à venir tôt le matin et autres, mais sinon, c'était vraiment comme 1 heure de votre temps pour voir qu'est-ce qu'on fait avec la bibliothèque. Fait que c'était juste ça la proposition. Je prenais le téléphone pour leur dire que j'allais leur envoyer le document pour m'assurer qu'ils allaient le lire. C'était la démarche qui était faite, mais j'ai eu sur plus de centaines de personnes, peut-être 2 qui avaient dit oui, mais qui ne m'avaient pas finalement donné la date qui nous convenait dans le laps de temps que moi, je pouvais aussi faire dans le cadre de mon stage. Fait que c'est ça. Mais c'est que ça, puis en plus, c'était vraiment circonstanciel chez nous parce que pour le 12e volet, est-ce que c'est la direction qui l'avait commandé, il y avait une nouvelle gestionnaire qui entrait en poste au CHU de Québec. À l'époque, c'était Katia Boivin qui venait au poste de chef de service de bibliothèque. Puis elle aussi, elle avait vraiment besoin de voir quelle orientation. Elle avait un mandat aussi. Et que d'où ensemble, ça tombait vraiment comme des fois, des fois les circonstances aident. Et que là, maintenant, quand c'est fait, puis quand on voit comment que ça marche, peut-être que dans d'autres institutions, ça va être plus facile, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps, mais on savait que cette activité-là allait déborder. Il y a trop de thèmes à aborder. J'aimerais ça peut-être prendre un dernier 5 minutes. On a jusqu'à écart de possible avec les questions, mais moi, je me permets d'aller jusqu'à 5 et 10 si c'est correct avec vous. J'aimerais ça aborder la question des promotions et de la mise en valeur des statistiques. Comment peut-on communiquer ou encadrer efficacement les statistiques aux parties prenantes externes ou internes? Est-ce que c'est dans des rapports? Est-ce que c'est des activités de marketing? Quelles sont vos idées par rapport à ça? Je vous dirai, allez-y dans l'ordre que vous voulez. Bien, je vais commencer. Dans le fond, les statistiques, ça dépend à quoi elles servent. Si on veut plus un message promotionnel général, moi, j'aime beaucoup l'infographique de l'ABPQ de la Semaine des bibliothèques publiques. Je trouve que c'est très beau et 2, ça passe un message qui est général, qui est intéressant, puis qui couvre différentes choses, puis qui peut varier d'une année à l'autre. Si je me rappelle bien, l'an dernier, c'était des services en lien avec la COVID. Donc, on s'entend qu'ils se sont adaptés. Donc, avec ça, je trouve ça intéressant. Sinon, je pense que pour présenter, dans le fond, des statistiques, il faut toujours se mettre dans les chaussures de la personne à qui on le présente. Dans le fond, si on présente à des financiers pour du budget, ben, il faut avoir des données chiffrées du coût par service ou du coût par article ou ce genre de choses-là. Si on présente à monsieur, madame, tout le monde, ben là, ça pourrait être justement de l'infographique qui est facile à comprendre. Si on veut présenter à notre direction, mais ça dépend c'est quoi après ça ce qu'on a derrière la tête. Si on souhaite demander des services, des ressources supplémentaires, ben faut aligner le discours avec les chiffres, il faut que ça fasse du sens et que ça soit conséquent. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de l'utilité puis de l'usager ou du client, dans le fond, à qui on présente nos statistiques. C'est pas one size fit all, c'est ça que je veux dire. Dans la littérature, pour faire du pouce sur ce qu'Isabelle dit, dans la littérature, il parle de 3 moyens de diffusion. J'en oublie un, mais il y en a un qui c'est l'infographie, le one-pager. Il y en a un qui est le rapport plus complet, là, qui va servir à des fins de pérennité pour se souvenir qu'est-ce qu'on a fait exactement, puis bien interpréter nos résultats, puis l'explication de cette interprétation-là, la méthodologie. Puis il y avait un autre moyen dont j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de relire les 18 articles que j'ai lus. J'avais commencé à faire ça avant la COVID. Fait que là, je me souviens plus de tout par cœur, mais c'est pas mal dans la veine. La littérature dit ce qu'Isabelle dit, fait que tout le monde est d'accord. Magali, est-ce que tu pensais peut-être au Balance Scorecard, l'outil que certaines universités utilisent aussi? Ça se peut.
Oui, c'est ça. Il y a sur McMaster et autres, c'est très, très intéressant comment ils le font vraiment. Nous, on ne l'utilise pas comme ça, mais ça, c'est vraiment pour les orientations stratégiques, comment on le réalise, puis on est rendu. Je pourrais trouver, puis c'est ça, vous mettre le lien. C'est très intéressant comment ils le font. Sinon, tu sais, c'est certain que tu sais, quand on a le plan stratégique, c'est ça, nous, on a eu de l'aide de graphistes. Puis moi, c'est ça, ça aide beaucoup si quelqu'un peut, de côté de graphiste, peut nous aider. Puis quand il nous avait présenté, c'était vraiment beaucoup plus intéressant que ce que nous, on avait essayé au départ. Fait que, sincèrement, ça rentrait de deux côtés. Dans One Pager, d'un côté, il a expliqué la démarche, de l'autre côté, il y avait les 4 orientations avec le petit pourcentage où on est rendu dans l'année 2020. Fait que c'était parfait. Sinon, aussi, comme Isabelle a dit, pour l'usager, ça peut être infographique, ça peut être très intéressant. Puis il y en a dans les bibliothèques de santé aussi qui l'utilisent. On l'a vu récemment dans la littérature, c'est ça. Je l'ai dans mes documents, je ne pourrais pas vous le partager directement tout de suite, mais je peux après vous donner quelques exemples que j'ai vus intéressants. Mais chez nous, ça restait quand même dans le rapport annuel très, très sobre, un petit tableau avec quelques chiffres. Puis c'est ça qu'on présente de l'année à l'année, mais encore là, tu sais, en tout cas, je pourrais dire que même moi-même, à un moment donné, recherche documentaire, je reviens sur le premier sujet, mais la deuxième année, quand j'ai fait ça, j'avais une information que j'avais trop de statistiques, comme si elles avaient augmenté de 300%. Quand Isabelle nous parle que les chiffres nous parlent, ben oui, tu sais, ça nous parle. Fait que j'ai demandé aux techniciens s'il y avait vraiment autant d'augmentation de recherche documentaire. Je ne comprenais pas comment qu'ils pouvaient faire 300 de plus de recherche documentaire. Puis finalement, c'était l'année où on avait commencé à inclure la diffusion sélective d'informations dans les recherches. Fait que, fait qu'il y a toujours une explication après quand on analyse nos chiffres et tout pour comprendre. Fait que ça, c'est vraiment un message, c'est ça qu'on envoie dans le rapport annuel, c'est tout simple. Fait que finalement, on a pu inclure l'information pourquoi une augmentation aussi. Fait que c'est vraiment très, très simple. Une page, mais quelques statistiques pour évaluer le travail. Fait que, puis ça a été une demande de la direction. J'aurais bien aimé utiliser l'infographique, je le trouve plus joli. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur ce qui a été dit par rapport aux outils de promotion ou à la mise en valeur? Donc, écoutez, je vais peut-être poser une dernière question parce qu'il nous reste quelques minutes. Je vais parler d'étalonnage ou de benchmarking, je pense, en bon français. Donc, je vais poser la question encore à nos 3 panélistes, mais aussi à tous les participants. Comment vous comparez-vous à d'autres institutions dans notre réseau qui ne tiennent pas nécessairement les mêmes statistiques? Et quelle est la valeur de l'étalonnage pour les bibliothèques, pour les gestionnaires, pour la haute direction? Je peux me lancer. Comment on se compare au CHUM aux autres dans le réseau? Je vais être honnête, dans le fond, nous, on a commencé, le chantier statistique est arrivé pas mal avec moi. Il y avait déjà des prises de statistiques, mais c'était pas. Moi, il y a eu un ménage complet, dans le fond, dans le dossier statistique. On n'est pas rendu à l'étape de se comparer avec les autres. On se compare avec soi-même pour voir d'une année à l'autre si ça fonctionne. Comme je vous disais, je suis arrivée en mars 2020, fait que il y a eu une première année de compléter, puis là, on est dans la deuxième année. Je peux faire des petits spot checks 6 mois, là, mais sinon, donc, pour l'instant, dans le fond, l'étalonnage, nous, on s'en sert essentiellement pour améliorer des services, pour proposer des nouveaux services. On est moins dans la comparaison pure et brute de statistiques telles quelles. C'est difficile aussi de faire des statistiques ou de comparer des choses quand c'est pas ramené sur un ratio. Tu sais, on peut pas comparer, tu sais, nous, dans notre milieu, il y a 6 bibliothécaires, puis il y a un endroit où il y a un bibliothécaire ou une technicienne. C'est sûr que la volumétrie peut pas être la même ou le nombre de recherches qui peuvent être prises dans une année peuvent pas être les mêmes. Fait que, tu sais, c'est important quand on veut se comparer comme ça, peu importe, c'est important de ramener ça à un ratio par une personne, un peu comme on fait dans le cadre de la COVID, pour 1000 habitants ou pour 100 000 habitants, ou etc. Il faut toujours le penser comme ça quand on conçoit parce que après ça, on compare encore là des pommes avec des poires. Fait que
comme c'est ça, dans le fond, on se compare surtout à soi-même présentement pour améliorer pour les années à venir. On avait des gros chantiers chez nous, beaucoup de choses à faire. C'est pas terminé. Puis, pour l'étalonnage, c'est vraiment plus, on va plus chercher du qualitatif avec l'étalonnage, produits, services, façon de faire, amélioration des processus, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le monde à qui on a été fatigants puis qui nous ont fourni, ils nous ont fourni plein de processus et de documents. Ça a été bien apprécié, là, dans le fond. C'est une aide qui nous a permis d'arriver à bon port et avec l'ouverture de la bibliothèque le 21 juin dernier. Merci. Mais pour notre part, on n'est pas rendu là. On est en train de réviser vraiment dans l'interne en première pas. Fait que peut-être que je vais être tannante envers Isabelle dans les prochains mois. Parce qu'elle a toutes les informations. Et que je ne pourrais pas intervenir sur cette question. Donc, j'invite une dernière fois les participants à commenter si vous avez une information à nous donner ou un avis sans problème. Sinon, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout parce qu'effectivement, comme on l'a vu, c'est un sujet qui demande beaucoup d'autres discussions. Le comité de formation, en collaboration avec le CE, a décidé de faire plusieurs activités sur le thème de la COVID. Mon Dieu, je m'excuse. Sur le thème des statistiques. Désolée. La langue m'a fourché, évidemment. Donc, on va vous tenir au courant des prochaines activités sur le sujet. Puis, par rapport au partage des documents, dans le chat, vous avez Dalal et Magali et plein de monde qui ont partagé plein de liens sur des documents qui pourraient être intéressants pour vous. On va regarder la possibilité, justement, de partager certains documents qui ont été discutés aujourd'hui sur la page de partage des ressources de la FMD3S. Ça aussi, on va vous tenir au courant. Donc, je vous rappelle que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. D'ici quelques temps, on va vous envoyer un courriel avec le lien YouTube pour que vous puissiez aller regarder l'activité de nouveau. Et bien, pour ma part, je vous souhaite une bonne après-midi et on se revoit à la prochaine activité avec plaisir. Merci beaucoup.